Pipelette. 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 Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Pipelette. Hello, nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'épisode sur le cancer métastatique avec Mélanie et Diane. Dans cette deuxième partie, on va parler de votre quotidien, de comment vous composez avec une maladie chronique. Donc, une fois que le diagnostic est tombé, que les mots sont prononcés, quelle que soit la manière, quelle que soit la temporalité, comment est-ce qu'on vit avec ? Est-ce qu'on s'y fait, du coup, à cette nouvelle ? Et donc, on passe à cette deuxième partie qui est vraiment de vivre avec une maladie chronique, avec le fait que le cancer métastatique soit une maladie qui impacte vraiment le quotidien dans son entièreté de par sa chronicité. Et donc, comment est-ce que vous, votre quotidien, il se rythme vraiment concrètement? À quoi est-ce qu'il ressemble, par exemple, vraiment au niveau de la fréquence de vos traitements, des rendez-vous, des effets secondaires s'il y en a, etc. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment votre quotidien avec le cancer méta? Je commence. Allez, vas-y. Alors, moi, personnellement, j'ai pas trouvé encore d'équilibre et je sais pas si j'arriverai à trouver un équilibre, en tout cas une routine pérenne dans le temps. En fait, Ça fait combien de temps, Diane? Ça fait depuis 2020-21. Donc ça va faire 4 ans. 4 ans. Ouais, en novembre prochain. Je suis pas très date, moi, pour le coup, c'est marrant, je raisonne pas du tout par les dates et du coup, j'ai du mal à me rappeler. Mais du coup, ouais, je suis passée vraiment par des phases très différentes. En fait, j'ai l'impression que ça dépend aussi vachement des traitements que tu as. Pour le coup, moi, j'ai commencé par un traitement médicamenteux dans un premier temps, donc qui a été hyper dur d'un point de vue effet secondaire et tout, comme tous les traitements. Un traitement oral où tu Ouais. allais à l'hôpital? Un traitement oral, ouais, Ok. une chimio orale. D'accord, donc tu prenais chez toi. Ouais, que ok. je prenais chez D'accord, moi, pardon. qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Puis pendant ces 1 an et demi, j'ai aussi eu ablation du sein, reconstruction, radiothérapie, enfin la totale. Et en fait, après, j'ai eu de la chimio pour le coup en intraveineuse. D'accord. Et en fait, j'ai remarqué que en fonction de mes traitements, j'avais plus ou moins l'impression d'être très malade ou pas. Parce que, par exemple, pour moi, la perte des cheveux, ça a été un truc atroce. Parce que c'est pas venu en premier. Et du coup, j'ai l'impression que dans ma tête, peut-être, je m'étais dit, bah, moi, j'y passerai pas, quoi. Et pour moi, ça a été même plus compliqué que de perdre mon sein, par exemple. Et en fait, dans ces phases-là, j'avais l'impression de reprendre conscience, en fait, de la situation, à quel point c'était grave et ok, là, en fait, t'as perdu tes cheveux, t'es dans un état... Enfin, voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est vachement... j'ai des périodes où je suis un peu dans le déni, tralala. Je vais pas dire tout va bien, tu vois, pas du tout, parce que au quotidien, tu le ressens. Il n'y a pas un jour où j'y pense pas et tout. Mais c'est plus léger. Et il y a des phases où vraiment, je me dis, mais en fait, t'es complètement à côté de la plaque. Tu te rends pas compte de ta situation et j'ai l'impression de me reprendre une claque dans la tronche, quoi. C'est vraiment par vague et il y a des Ouais, moments où... Ouais, complètement. Parce Et que là, du coup, t'as tes traitements tous les combien de temps? alors, en fait, là, je suis en train de changer de traitement. Donc là, en fait, j'ai eu 4 phases de traitement déjà, donc au bout de 4 ans, ce qui est quand même pas mal. J'ai eu donc première phase chimio-médicamenteuse. Ensuite, on a testé une autre. Je crois que c'était des piqûres, mais on s'est rendu compte au bout de quelques mois que ça marchait pas, donc je le compte même pas. Et ensuite, on est passé du coup à la chimio intraveineuse, qui a bien fonctionné. Bon, après, qui pour le corps était assez prouvante. J'avais les nausées, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Typique cancéreuse, quoi. Exactement. Et en fait, là, on vient d'arrêter parce que j'ai eu une toxicité au niveau pulmonaire et du coup, on a dû arrêter parce que c'était trop dangereux. Et du coup, c'était un peu dur à vivre parce que c'était pas vraiment un échec de traitement. Donc du coup, je me disais, putain, j'ai l'impression de perdre une chance. Donc c'était compliqué. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Et là, je viens de recommencer un traitement médicamenteux. Donc là, du coup, j'ai plus besoin de me rendre à l'hôpital comme j'avais pour mes chimios en intraveineuse. Là, c'est des médicaments 2 semaines sur 3. C'est un traitement qui est pas mal donné, qui a fait ses preuves, donc j'espère que ça va marcher. Et j'espère aussi pouvoir justement retourner dans une phase un peu plus calme où je vais me sentir un peu mieux.
Déjà au niveau des effets, j'en ai pas mal, mais c'est des plus petits qui, je pense, dans le temps vont un peu s'atténuer, enfin j'espère. Et du coup, j'espère que ça va aller mieux. Mais un truc aussi qui rythme pas mal mon quotidien, c'est quand même la fatigue chronique, qui je trouve est le symptôme le plus compliqué à gérer parce qu'en fait j'ai encore vachement de mal à comprendre comment je fonctionne, quelle activité va me provoquer quel niveau d'énergie, est-ce que j'ai encore le niveau d'énergie pour faire ça. Ok, là j'ai envie de ça, mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que tu as envie d'être raisonnable? Enfin, tu vois, ça pose plein de questions. Savoir se mettre des limites. Quand tu as 30 ans, tu n'as parfois pas envie de te mettre des limites. Enfin, surtout que moi, j'ai pas d'impératif, j'ai pas d'enfant. Donc, je travaille pas en ce moment. Enfin, donc, c'est compliqué. Il faut réussir à se donner un cadre et en même temps à se laisser un peu tranquille aussi. Enfin, franchement, c'est très compliqué. Et je trouve que ça provoque chez moi vachement le syndrome de l'imposteur. Où, en fait, parfois, je me dis, mais en fait, ça va, tu vois. C'est fou que tu utilises ce mot-là parce qu'en fait, c'est celui que j'ai dans la tête depuis 3 minutes que je t'écoute parler. Mais vraiment, Parce que je me dis aussi. Non, mais parce que je me dis, moi, mon parcours est tellement différent parce que et souvent, j'ai ce sentiment de. Quand on parle de cancer métastatique et des traitements et tu vois, de tout ce vécu là, avec plein de traitements que tu as fait qui après marchent plus ou des toxicités qui font que tu dois arrêter, etc. Ouais. En fait, moi, j'ai jamais vécu tout ça. J'ai une espèce de chance inouïe, presque miraculeuse, je dirais, d'avoir toujours bien réagi à un seul. Ok, tu as le même traitement du coup depuis presque 10 ans. Exactement. Waouh, ok. C'est génial. Oui. Mais c'est une chance inouïe, mais c'est ce qui fait que des fois, tu vois, je me sens en imposture quand j'échange avec des personnes qui ont le cancer métastatique, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu vois, des problématiques, etc. Et oui, j'ai ce côté chronicité, etc. Mais par contre, je n'ai pas ce vécu, alors que je sais que quasiment toutes les femmes avec des cancers métastatiques l'ont, de jongler d'un traitement à un autre, de devoir sans cesse rebondir, se réorganiser, repenser sa vie de patiente et sa vie tout court en fonction de tous ces rebondissements. Et ça, non, je l'ai pas. J'ai 2 traitements. Il y a eu une évolution. Enfin, j'ai eu les grosses chimios comme tout le monde, le même parcours que tout le monde, les mastectomies, etc. Chimio lourde. Et ensuite, derrière, j'ai commencé une thérapie ciblée. Une en intraveineuse et une en sous-cutanée. Okay. Et ce sont les mêmes traitements, plus aussi des injections à la maison en piqûre anti-hormonale. Anti-hormonale et pour la reconstruction des os, puisque moi je n'ai que des métastases osseuses aussi, c'est ça qui fait la différence, je pense. Et que c'est peut-être plus. Enfin, en tout cas, elles sont prises en charge comme ça. Et en plus de ça, mes traitements se sont même allégés, puisque celui que j'avais en intraveineux est passé en sous-cutané dans le même dans la même seringue. Voilà. Okay. Donc techniquement, ça allège énormément le quotidien, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de devoir me faire perfuser sur la chambre implantable, etc., comme ça a été le cas pendant presque 10 ans, aussi les chiffres, 6 ans, un truc comme ça. Et ben du jour au lendemain, c'est passé. Là, il n'y a plus de perfusion, il n'y a plus de chambre implantable, il y a juste une piqûre dans la cuisse. Voilà. Et donc ça, t'es pas obligé de le faire à l'hôpital? Si, tu es obligé de le faire à l'hôpital. Si, par contre, c'est obligatoirement à l'hôpital et c'était toutes les 3 semaines. Et depuis 1 an, j'ai négocié, on va dire, à essayer de faire en phase test, de le faire toutes les 6 semaines et non plus toutes les 3 semaines pour voir comment ça réagissait. Et les 2 autres traitements, ils se sont arrêtés au bout de 5 ans. Ok. Donc là, je n'ai plus que l'hormonothérapie donc en cachet et ces injections donc en sous-cutané une fois toutes les 6 semaines à l'hôpital. Ok. C'est tout ce que j'ai. Donc moi, pour le coup, dans mon quotidien, c'est quand même largement moins impacté et c'est ce qui permet que je travaille, etc. Sinon, ce ne serait pas possible, en fait. Et c'est pour ça que je peux arriver à m'organiser et que je connais bien mes traitements. J'ai des effets secondaires, mais du coup, depuis toutes ces années, je les connais par cœur. Donc j'arrive au début, les premières années, c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure ça fait combien de temps, mais comme tu as plein de changements, c'est délicat. Mais oui, moi du coup, oui, là, c'est beaucoup plus facile. Et niveau fatigue, t'es
T'es comment ? Niveau fatigue, oui, il y a quand même pas mal de fatigue, surtout juste après la semaine après les injections. Ça, c'est clair. Après, beaucoup de soucis digestifs aussi quand même. Voilà, mais je les connais. Ok, donc tu arrives à anticiper un peu. Je les connais, je les vois venir à 3000 km. Donc, c'est pas systématique aussi. C'est un peu aléatoire. Mais en tout cas, je les reconnais, je les connais. Je sais qu'au bout de 3 semaines, il y a ça. Au bout de 2 jours, il y a ça. On développe une expertise de dingue. Ah bah oui. Et Et t'as puis, pas de surprise surtout, c'est pas. non, parce que c'est les mêmes traitements depuis 10 ans. Enfin, depuis pas tout à fait 10 ans, mais pas loin. Voilà. Ça change. Ça change absolument tout. Carrément. Donc toi, tu arrives à avoir quand même un sentiment de normalité, entre guillemets, ouais, effectivement, je dirais peut-être pas de stabilité, parce que tu dois quand même aller à l'hôpital toutes les 3 semaines, et voilà, ça fait partie de ton quotidien. C'est bizarre, mais c'est devenu ma normalité, et c'est devenu quelque chose de... Moi, je vais dans mon hôpital, j'ai pas du tout de stress ou de pression, ou je vais là-bas, c'est la maison, quoi. Enfin, non, mais je connais toutes les infirmières, limite on se claque la bise. Je me ressens un peu là-dedans. En tout cas, quand j'y vais, j'ai pas non plus vraiment de stress. Alors après, moi, je suis suivie dans un truc assez gros, donc ça fait un peu usine quand même à certains endroits. Donc il y a moins le côté peut-être familier, genre typiquement les infirmières, je les connais pas forcément et tout. Mais il y a un peu ce truc de c'est la maison. Et récemment, il m'arrive un truc... passe tellement de temps quand même. Ouais. Il m'est arrivé un truc très bizarre, donc ça va faire vraiment parole de taré, mais j'ai été à l'hôpital pour... Je sais même plus pourquoi c'était. Ah si, ça y est, oui, j'ai fait une biopsie pulmonaire. Waouh, j'ai mis du temps à purée. Remettre les ligaments. Après ce genre d'événement, un petit détail, quoi. Voilà. Un petit détail, oui. Bon, C'est une ça. biopsie pulmonaire, écoute. Ah mais vraiment, c'est fou, hein, j'ai des trous de mémoire. Et donc, bizarrement, le fait d'être hospitalisée, donc c'était pas en ambulatoire du coup, mais genre juste une nuit, ça m'a pas fait plaisir, hein, ça serait horrible de dire ça, mais il y avait un truc où, en fait, quand je vais à l'hôpital, je sais qu'on va prendre soin de moi, que tout est sous contrôle, qu'ils vérifient tout, et il y a un côté hyper rassurant, et bon, j'y serais pas restée 3 semaines, clairement, mais... Il y a un truc où en fait j'y allais pas non plus à reculons, je me disais un peu bon, ça va être un examen désagréable, ça a été le cas, mais je sais que je sais pas comment dire que tout est sous contrôle, qu'on fait les trucs pour moi, que j'ai pas confiance. Ouais, j'ai pas à réfléchir, j'ai pas à penser, j'ai pas de charge mentale. Tu te confies et tu as exactement confiance. Et ça c'est un truc qui me fait du bien de temps en temps, parce que je trouve que un truc qui est quand même difficile, et tu dois le ressentir même si tu as le même traitement depuis longtemps, c'est quand même que tu as la charge mentale d'aller à la pharmacie, avoir tout le temps les bons médicaments. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne plus avoir de médoc et de m'en rendre compte et d'être en catastrophe. Oui. Et de faire... j'ai déjà été j'étais à Marseille, d'aller à l'hôpital de Marseille pour leur demander s'ils avaient mon traitement à genre 20h du soir un dimanche. Enfin, des dingueries. Donc, je trouve que il y a une grosse charge sur ça, même si on prend nos marques, on a nos habitudes et tout. Moi, j'ai plein de rappels dans mon téléphone, de trucs, je suis obligée vachement de m'organiser, hein, franchement. Et ça bouffe de l'énergie quand même. Je compte pas mal, mais je crois qu'on y vient après, peut-être. Mais en fait, moi, c'est cette énergie-là. Moi, c'est sûr que si ça devait reposer tout sur moi, clairement, j'aurais déjà oublié mon traitement, mais des milliers de fois. Ça aurait été une catastrophe. Ça, c'est ton compagnon. Mais j'aurais même oublié d'aller à mes soins, s'il te plaît. Enfin, c'est-à-dire que généralement, même au boulot, j'ai prévu un rendez-vous, une visio demain. Non, oups, j'ai mes soins. Et je le vois dans l'agenda. Voilà, j'oublie tout le temps. Et donc oui, moi c'est beaucoup mon mari qui gère la pharmacie, par exemple les médicaments à la pharmacie, aussi parce que voir les pharmaciennes tout le temps, ça me saoulait. Enfin, tu vois, qui justement demandait vous en êtes où, etc. Et devoir tout ressortir, redébiter à chaque fois. Et du coup, donc là maintenant, c'est complètement lui qui a pris en charge le suivi des médicaments, aussi parce qu'il a trop peur que je les oublie. Par contre, pour les rendez-vous, non, ça, il faut effectivement y penser, gérer. Là, par exemple, je dois caler la prise de sang. Enfin, c'est con, mais je dois caler la prise de sang avant mes traitements. Et en fait, j'ai pas pensé à le faire. Je sais que... bref, enfin, je veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a une logistique permanente, effectivement. Quand même avec des traitements au long cours, il y a toujours ces petites choses du quotidien. Mais du coup,
toi, Diane, je sais plus. Du coup, maintenant, vu que tu as ton traitement médicamenteux à la maison, la fréquence de tes rendez-vous et la fréquence de tes rendez-vous médicaux, et du coup, vraiment ce rapport que tu as au corps médical. Enfin, c'est vrai que je peux poser ces questions aussi à toi, Mélanie, évidemment, vu que tu continues quand même à avoir des soignants. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même pas rien d'aller toujours à l'hôpital, de voir. En plus, dans un gros centre de soins, tu n'as pas forcément les mêmes infirmiers, les mêmes internes d'oncologie qui viennent te voir avant ton traitement. Et toi, je crois que tu as même changé d'oncologue. Donc, c'est vrai qu'on voit énormément de blouses blanches. Et c'est encore très déstabilisant aussi dans ce quotidien qui est déjà chamboulé. Il n'y a pas vraiment de stabilité à ce niveau-là. Et du coup, comment toi, est-ce que tu le vis? Est-ce que tu as pu être en face quand même de personnes empathiques ou en tout cas compréhensives malgré ce turnover, cette grosse usine qui est la cancéro, surtout à l'hôpital. Comment est-ce que toi tu l'as vécu, tu l'as senti jusque-là et au quotidien du coup? Alors, si tu veux en parler évidemment. Oui, complètement. Du coup, là, au niveau de la fréquence actuelle, comme je suis vraiment au tout début du traitement, je ne sais pas exactement ce que ça va être, mais je pense que ça va être plus espacé, du genre 1 à 2 fois par mois, je pense. Là où sur le traitement précédent, c'était toutes les 3 semaines, avec en plus les prises de sang et voilà. Donc voilà, donc c'est quand même un rythme assez fréquent malgré tout. Alors en fait, au niveau du personnel soignant, en fait, ça a été... J'ai eu un peu tous les cas de figure. J'ai eu notamment des infirmières qui étaient géniales. À un moment, j'avais eu des infirmières à domicile, d'ailleurs, quand je m'étais fait opérer, qui étaient incroyables. Donc j'ai eu ce rapport vachement humain, empathique et tout, qui est quand même hyper important. Et j'ai eu l'inverse total aussi, mais je pense, c'est triste à dire, mais comme beaucoup de gens qui sont dans des parcours de soins chroniques ou pas d'ailleurs, où avec mon oncologue au début ça se passait plutôt bien, et en fait au fur et à mesure du temps c'était de pire en pire. En fait elle était tellement sous pression, je pense que du coup elle l'infusait dans ses échanges, dans l'ambiance, clairement dans ses patients, et ça devenait en fait c'était horrible parce que j'avais développé un espèce de truc. J'étais la patiente parfaite. J'arrivais avec mes questions toutes faites pour me dire ok, il faut surtout pas que je lui fasse perdre de temps. Donc tout était timé. Je faisais hyper attention à ce que je disais. Je m'exprimais bien. Je me renseignais sur les trucs pour pas poser des questions bêtes. Vraiment, c'était devenu... la bonne élève, quoi. Ouais, tu voulais mais en fait, c'est complètement ridicule. Plaire, avec du recul, je me dis, mais c'était pas à moi de changer mon attitude. En fait, il y avait rien qui allait pas dans mon attitude. En plus, je pense vraiment pas que je sois relou comme patiente. Non, je pense qu'il y a personne qui est relou, d'ailleurs. Et voilà. Et du coup, au fur et à mesure, même quand je venais avec un accompagnant et que l'accompagnant posait des questions, ça posait problème, ça la saoulait de répéter. Elle était très cash, très froide. En plus, c'était l'époque où il y avait encore les masques et parfois je comprenais rien à ce qu'elle disait, donc je lui demandais de répéter et elle répétait, tu sais, de façon hyper, en s'agaçant. Pas de patience, quoi. Et un jour, j'en rigole parce que franchement, c'est un truc de dingue. On était en consultation et donc elle était tout le temps coupée par des coups de téléphone. Enfin, vraiment, je pense qu'elle a été surchargée. Franchement, c'est inhumain de travailler comme ça. Ça, j'en ai conscience. Et en gros, donc, il y a, je crois que sa secrétaire qui l'appelle, un truc comme ça. Et donc, elle décroche, elle dit « Ouais, non, mais là, par contre, je suis en consultation avec machine. » Et là, avec machine, je te jure, en me regardant en plus, et moi, j'étais assise sur ma chaise et je me dis « Attends, mais non, t'as pas bien entendu. Enfin, on l'a pas dit ça et tout. » Et en fait, le pire, c'est que j'ai pas réagi. Genre, vraiment, je n'ai pas réagi parce que... À ce moment-là, je pense que j'avais pas du tout les armes. J'étais plutôt au début de mon parcours. Je débarquais dans le monde de l'hôpital. Aujourd'hui, je pense que je réagirais pas du tout pareil. Je me laisserais pas faire et tout. Mais c'est vrai que, en fait, j'étais sidérée. Genre vraiment, une état de sidération. Et donc après coup, à partir de là, déjà, je me suis dit, ok, en fait, là, ça va pas. C'est une question de respect. Et donc, j'ai continué un peu avec elle. Et en fait, quand j'ai changé de traitement, j'ai changé d'équipe parce que je suis passée dans un essai clinique. Et du coup, c'était dans une autre aile un peu de l'hôpital. Et donc, du coup, avec la nouvelle équipe, ça s'est beaucoup mieux passé.
Et tu as changé d'oncologue Ouais. aussi, ouais. D'accord. Ouais. Toute Alors, en ton fait, équipe. je crois qu'elle continue à suivre mon dossier, mais genre en équipe pluridisciplinaire, tu sais, quand Oui. ils prennent En des RCP, décisions un peu sur toi. Mhm. D'ailleurs, c'est quand même un peu fou de dire parfois qu'ils prennent des décisions sur toi sans toi. Enfin, ça m'interroge pas mal, parfois. Et du coup, là, avec celle que j'ai, ça se passe mieux. Il n'y a pas un échange de dingue dans le sens où je pense qu'elle ne retient pas si je suis mariée, ce que je fais dans la vie, si j'ai des hobbies. Enfin, voilà, on va dire que c'est un peu la base. Mais elle prend le temps. Si j'ai des questions, elle y répond. Elle est plutôt souriante, elle est dynamique, elle est gentille. Enfin, moi, franchement, c'est horrible, mais ça me suffit. Enfin, j'ose non, même mais pas demander en plus. fait, Tu vois. la gentillesse, quoi, s'il vous plaît, quoi. Mais c'est censé être la base. Non, mais voilà, c'est la base. Enfin, le Ouais. contexte dans lequel on est. Oui, qu'il y ait pas le temps, qu'il y ait du stress, qu'il y ait de la pression, qu'il y ait des emplois du temps de ouf et tout, on peut comprendre. Mais par contre, s'il vous plaît, la gentillesse, quoi. Puis tout ce qu'on dit en ce moment sur la démocratie en santé, le rôle des patients, l'écoute du patient, etc. On fait des cours à la faculté de médecine là-dessus. Donc, à un moment donné, c'est quand même... Pour l'appliquer. Ouais. C'est pas pour rien. Justement, c'est moi, quand même fou. je participe au DU démocratie en santé Ah, tu es dedans? Ok. à la Sorbonne, et du coup, on aborde toutes ces questions-là. Et justement, il y a un médecin dans la promo et qui dit effectivement qu'il n'y a pas du tout d'aspect psychologique ou de relation patient qui est vraiment abordé dans le programme de médecine. Ok, ouais. Donc, on intervient, mais c'est peut-être de façon très, très ponctuelle et éparse, mais c'est pas dans le programme, quoi, en fait. Ouais, et ça encore, c'est assez récent, mais c'est génial d'ailleurs que c'est ça. très, très récent, et c'est tout nouveau, ce qui est bizarre. Ouais. Ah, mais complètement. C'est fou quand tu y penses. C'est nouveau de prendre en considération l'écoute du patient dans la formation des médecins. Ok. Et par rapport enfin, si je dois raccrocher les wagons avec notre thème quand même aussi, il y a quand même ce truc du malade chronique qui devient aussi un petit peu effectivement expert de sa maladie, quoi. C'est clair que quand tu es malade pendant des années et des années, que tu te connais quand même un petit peu, tu connais. Enfin, moi, mes traitements, je les connais absolument par cœur, donc les mêmes, ça va jusqu'aux méthodes d'injection, et par exemple, ça m'est arrivé, donc moi globalement j'ai de très bons rapports avec l'équipe soignante de là où je suis prise en charge, et je suis très satisfaite, et j'ai vraiment rien à dire. On a toute l'équipe, ça se passe bien, mais il y a eu une fois quelques fois où j'ai pu vivre ce truc de non-écoute. Et notamment une infirmière à qui j'ai expliqué par rapport à l'injection la façon dont il fallait la faire, parce que je voyais que c'est une injection quand même particulière qui se fait sur 10 minutes. Voilà, qui a un produit très épais, très dense, donc il faut l'injecter d'une certaine façon, etc., etc. Et je voyais que le geste n'était pas maîtrisé. Ça se voit. Enfin, quand tu es habitué et que tu viens depuis tant d'années, que tu en as fait tant de fois, en fait, quand on a fait 100, franchement, la 110e, tu sais comment elle doit se passer, quoi. Enfin, et ça, j'ai trouvé ça fou, parce que je lui ai juste dit, mais sans oser aussi. Tu sais, on a toujours ce truc de ne pas vouloir déranger et de pas vouloir... Voilà. L'infirmier, oui. Et du coup, je dis, par contre, je crois il me semble que là, par contre, non, parce que c'est pas tout à fait comme ça, etc. Elle m'a renvoyé valser, et elle a fait son truc comme elle voulait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le produit n'a pas du tout été absorbé, que ça a fait une énorme boule. Et au-delà du fait que, en plus, vu le coût du produit, et puis après, pour moi, du coup, j'ai pas eu mon injection correctement, quoi, en fait, bien évidemment. Et donc, c'est même pas ça qui m'a fait le plus réagir. Ce qui m'a fait le plus réagir, c'est que juste après, elle a fait la même injection à une autre patiente qui est devenue mon amie, parce qu'avec toutes les années qu'on fait nos traitements ensemble, et elle a les mêmes traitements que moi, et ça fait des années. Et en fait, elle a vu ce qu'elle a fait sur moi. Elle a vu que je lui avais dit, mais par fierté, pour pas avouer que j'avais raison, en fait. Genre, oui, comme vous me l'aviez dit, oui, effectivement, ça va pas... voilà. Et en plus, elle a frotté. Voilà, le truc qui est vraiment la totale de tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire. Elle a frotté en me disant, non, mais si on frotte, ça va passer. D'accord? Donc, erreur. Et elle a fait la même chose à la patiente juste après, qui a eu le même résultat, bien évidemment. Voilà, pas de miracle. Donc, j'ai pris en photo nos cuisses. Et là, pour le coup, c'est la seule fois dans tout mon parcours, donc en 10 ans, donc ça reste très, très, très rare, heureusement. Mais là, j'ai dû envoyer la photo par mail à mon oncologue, en fait. Et du coup, je sais que derrière, il y a eu une session de
d'information Ok. de la cadre de service pour toutes les équipes là-dessus, quoi. Alors que je pense que 99% des infirmières, enfin en tout cas moi ça m'est jamais arrivé en tant d'années, il y a qu'une fois. Et je pense que c'est parce que c'était une remplaçante, etc. Enfin, il y a une explication sans doute, mais en fait, le plus gênant, c'est pas l'erreur, le plus gênant, c'est la non-écoute. En fait, comment est-ce qu'aujourd'hui, votre quotidien, comment est-ce qu'il se met en place entre les traitements et votre vie à côté? Est-ce que vous mettez en place des choses pour avoir cette espèce de sentiment de normalité? Alors, moi, je pense que je répondrai un peu en rattrapant ce que j'ai dit avant. Pour l'instant, j'ai pas trouvé encore de vraie stabilité. Je dirais que c'est des phases. Après, je pense m'en sortir vraiment pas mal au quotidien, honnêtement. J'aimerais que ce soit encore mieux, mais honnêtement, ça va. J'arrive à garder un moral à peu près stable, j'arrive à gérer à peu près mes angoisses. Comment tu le fais justement? Est-ce que tu as des choses que tu passes à côté En fait, je m'impose un peu des routines. Donc parfois, c'est vrai que je pense que je m'en impose un peu trop et que je suis un peu trop exigeante envers moi-même. Mais en même temps, ça m'aide. J'essaye de faire du sport. Donc ça m'aide, en fait, je pense, au niveau du moral, du mental et surtout au niveau des douleurs chroniques et tout. Je pense vraiment que c'est un rôle. Et ensuite, j'essaye quand même de garder un lien toujours avec mon entourage. Et ça me fait du bien d'avoir des moments aussi où la maladie n'a pas forcément sa place, même si elle est toujours prise en compte. Et c'est ce que je demande à mon entourage. J'ai pas envie d'aller rejoindre mes potes pour faire un truc que je peux pas faire. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais le fait parfois d'être dans une forme de légèreté, ça fait du bien. Parfois, ça peut avoir le syndrome un peu un peu comme quand tu reviens de vacances et que tu es triste. Et ben souvent, ça me fait ça. Parfois, quand je passe un super moment, j'ai un peu ah ouais, en fait, ok, c'était trop bien, mais malheureusement, c'est pas ton quotidien. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Donc, c'est toujours un peu très fluctuant et c'est pas facile moralement de garder le cap. Je pense que, honnêtement, je sais pas comment je fais pour vraiment tenir. Je pense que mon mec me dit tout le temps, je sais pas comment tu fais, en mode de t'es surhumaine. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est le cas de tous les patients. Enfin, il y a un espèce d'instinct de, je sais pas, de survie, de je sais pas quoi, qui fait que tu arrives à garder le cap la plupart du temps. Parce que bien sûr que c'est pas toujours le cas. Et justement, quand ça va pas, j'ai aussi mon petit programme où j'aime bien m'isoler, faire ci, ça. Je sais que maintenant, quand ça va pas, il faut que je fasse des trucs toute seule pour moi, aller au cinéma, je sais pas, faire des bijoux, aller marcher avec des écouteurs. En fait, j'ai un peu mes routines comme ça en fonction et ça m'aide quand même pas mal. Et après, j'avoue que de vivre avec quelqu'un aussi, c'est chouette au quotidien. Ça apporte quand même du soutien et une forme de routine et de sérénité un peu quand même, je pense, qui aide. Et ouais, majoritairement ça. Et essayer de programmer des choses positives aussi, des week-ends avec des potes, des vacances. À côté du coup du fait de la chronicité vraiment du cancer méta et de ce que ça implique, est-ce qu'il y a des moments où des fois malgré tout ça le quotidien vous rattrape? Moi c'est tout ce qui est marche. Randonnée, j'ai un léger souci de crampes là, voilà, on a dû mettre 2 fois pause pour cette raison-là. On adore, voilà. C'est super. Donc oui, j'ai souvent des problèmes, donc c'est des effets secondaires des traitements classiques, hein, mais en fait j'aurais jamais pensé que juste des petites crampes ou des douleurs musculaires puissent être handicapantes à ce point. Et en fait c'est vrai que c'est assez limitant, enfin c'est même très limitant. Pour une anecdote un peu drôle, cocasse pour le moins, quoi. Par exemple, on a fait une randonnée cet été avec les enfants. On était confiants. On est partis confiants. Let's go. Voilà. La crampe ne nous aura pas. Ouais. 5 km à flanc de falaise. Le truc, normalement easy, parcours vert. Bon, on est rentré en Uber. Uber dans les falaises, let's go. Ils sont venus nous chercher à un endroit improbable et je pensais même pas qu'il y avait un Uber à clairement. Saint-Raphaël dans le Var au milieu de rien.
Mais parce qu'on n'était pas dans la ville en plus. Mais bref, mais voilà, ça, j'aurais jamais cru que je ne sois pas en capacité à 38 ans de faire une rando de 4 km. Donc bon, et sur le coup, là maintenant j'en rigole, mais sur le coup j'en ai pleuré énormément parce que en fait c'est se rendre compte de ses limites, c'est se dire voilà qu'on est, et puis c'est aussi devant les enfants. Oui, puis tu avais envie de faire ça, de partager ça avec eux. Et puis la douleur d'une crampe, des fois d'une vraie crampe, je parle d'une crampe liée à des traitements, ça n'a rien à voir avec la crampe qu'on a sous le pied, qu'on a tous eu une fois dans notre vie. Là je parle d'une crampe qui immobilise totalement un membre en fait, donc du pied en passant par le mollet, le genou, la cuisse. Oui, là, toute ta jambe, tu l'as en anatomie parfaite. Voilà, quoi, et la jambe est vrillée quoi, et en fait on peut rien faire, on peut pas poser le pied au sol, etc. Et ça dure longtemps. Et du coup, voilà, ça paraît, c'est pas si grave, mais symboliquement, c'était lourd. Et après, moi, c'est la vie associative essentiellement qui m'a permis de dépasser, comment dire, d'être proactive en fait dans ce qui se passait dans ma vie et de reprendre la main. De trouver un sens et d'être actrice par rapport à ça et de te dire tu mets ta pierre à l'édifice à fond. Oui. Et de reprendre le pouvoir en fait, de se dire bon, cette maladie elle est là et je vais en faire quelque chose que je maîtrise. Parce qu'elle m'a beaucoup trop maîtrisée sur beaucoup de choses et elle a été décisionnaire, elle a imposé beaucoup de choses dans ma vie. Donc maintenant, je la prends et qu'est-ce que je vais faire avec ? Et donc, il se trouve, c'est donc Jeune et Rose. Pour contextualiser un petit peu, donc Jeune et Rose, c'est une association qu'on a fondée en 2017. On était deux patientes au départ. Donc il y avait Christelle Rakoto-Harimanana et moi-même. Et en fait, on s'est toutes les deux rencontrées pendant nos traitements. Enfin, elle était à la fin de son parcours, moi au début du mien. Et on nous a mis en contact de façon faussement fortuite. Et du coup, c'est cette mise en contact qui a permis qu'elle m'accompagne pendant tout mon parcours. Enfin, qu'elle m'accompagne, voilà, qu'on échange, qu'elle soit là pour moi. Et moi, ça m'a énormément aidée. Elle, ça a beaucoup fait sens. Et du coup, à la fin de nos parcours respectifs, on s'est dit, tiens, on pourrait faire une asso pour créer des opportunités de rencontre pour d'autres jeunes femmes, parce qu'on s'était bien rendu compte qu'on était à la fois nombreuses et à la fois pas très nombreuses, et qu'on avait du mal en fait à se rencontrer les unes les autres, et surtout qu'on avait des problématiques assez spécifiques dans cette tranche de vie, quoi. C'est pas pareil d'avoir un cancer avant 40 ans, parce qu'il y a tout le sujet du travail, de la parentalité, etc. Donc on a créé Jeune et Rose avec 3 aspects. Le premier, donc la paire aidance, le soutien entre patientes qui vivent la même chose dans la même phase de vie. C'est avec les tétonnantes. Le deuxième projet, c'est Alerte Rose, pour sensibiliser les professionnels de santé à la prise en charge en fait des jeunes femmes. Et enfin, le projet Télététon, pour porter des actions de sensibilisation et de prévention avant 50 ans. Voilà un petit peu pour le résumé de l'association Jeune et Rose. Et elle est née donc à Bordeaux du coup en 2017, et maintenant elle a fait des petits bébés un petit peu partout en France, quoi. Une superbe association. Ouais, effectivement, depuis 2017, rien que ça. Et toi, Diane ? Moi, je pense que c'est la fatigue qui se confronte à mon envie et au fait que je prévois souvent beaucoup de choses. Et en fait, la majorité du temps, j'annule beaucoup. Et alors, personne ne me fait jamais de reproches, mais c'est vrai que pour moi, c'est toujours compliqué moralement de décommander un truc. Ça m'embête quoi de faire ça, c'est pas agréable. Vous arrivez quand même à en parler un peu à votre entourage, ou enfin en tout cas à vos amis ou à vos proches quand ça arrive, ou est-ce que c'est quelque chose qui est quand même acté de leur côté et du vôtre, mais que c'est plus ou moins bon, ok. Moi, du côté de mon entourage, en fait, le fait que j'ai ces traitements depuis si longtemps, et je pense qu'ils l'ont oublié. Ils l'ont complètement oublié. En fait, je pense que la majorité des gens de mon entourage, parce que je n'en parle pas plus que ça non plus dans le détail, voilà, mais
aussi parce que c'est un peu mon quotidien, enfin voilà. Mais dans l'asso, donc en fait, si je leur parle de cancer, je vais plutôt parler de mes engagements, mais pas de ma situation médicale, en fait. Et donc, du coup, finalement, je pense que c'est une partie qui est zappée. Et donc, non, je crois que les limites que je peux avoir en termes de temps, de dispo ou de fatigue par rapport aux effets secondaires, etc., ou de me demander des nouvelles par rapport à mes traitements, c'est quelque chose qui est plus trop fait. Ou alors, si un jour je dis ah ben demain, non, je peux pas, là, je peux pas parce que j'ai mes traitements, moi, je vais le sortir comme ça et ils vont me dire comment ça, tes traitements Mais voilà. Quoi mais d'où Mais comment Mais c'est ah bon Mais il s'est passé quelque chose et tout Non, mais non, c'est toujours pareil en fait. Mais c'est ah bon Mais depuis toutes ces mais ça s'est pas arrêté Ben non en fait. C'est fou, c'est vrai que c'est très régulièrement que j'ai vraiment des trucs comme ça où je dois dire oui, il n'y a pas eu de baguette magique qui est passée. C'est pas parce que on n'en parle plus que ça n'existe plus. C'est juste voilà. Donc moi, j'ai plutôt cette sensation par rapport à mon entourage. C'est pas du tout un reproche ou quoi, parce que c'est aussi moi qui n'en parle pas. Mais donc c'est ok. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que la plupart du temps, c'est un peu gommé. Oui, la vie continue, il te voit aller bien, entre guillemets, en apparence. Et ça se voit pas. Je vais bien. Oui. Et donc, est-ce que parfois ça te frustre quand même le fait que les gens oublient un peu, tu vois ce qui me gêne, c'est le. Oui, mais du coup, c'est de ressentir presque un genre d'agacement de ah bon, mais c'est encore là, mais comment, mais quoi Donc ça, c'est gênant, quoi, parce que pardon d'être encore là-dedans. Ou alors oui, mais non, mais quand même, mais t'es guéri quand même. Même si t'as encore des traitements, mais t'es guéri. Ben non. Mais si, c'est vrai. Et voilà, il y a cette forme. Ça peut me crisper, on va dire un peu. Ouais. Je pense que c'est parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à endosser cette réalité-là, tu vois. Oui. Parce que ça leur renvoie trop de trucs personnels aussi. Enfin, j'ai l'impression que t'as un peu moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue. D'autant plus parce que quand je suis tombée malade, j'avais 26 ans. Et du coup, c'est un âge où c'est très rare quand même d'avoir pensé à des maladies graves, enfin la mort et tout, quoi. Et j'avais vraiment l'impression de renvoyer ce miroir-là aux gens, en fait. Enfin, aux gens, à mes amis. Et ça, c'était compliqué. Et aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont bien compris, même si je pense que c'est compliqué et qu'ils ne comprennent pas trop mes traitements. Enfin, je parle pas forcément de la majorité. On va dire que mes amis proches, ils essayent quand même vraiment de rester assez alertes et informés et un peu techniques, enfin à comprendre à peu près quand même. Mais mes amis, genre un peu plus potes que je vois un peu moins souvent, on va dire, je pense qu'ils sont un peu largués, quoi. Ils savent plus trop où j'en suis. Vraiment un sentiment de décalage avec eux. Ouais. Tes configurations amicales, enfin, en tout cas les miennes, ont quand même évolué. Et c'est marrant parce que je me disais vachement, enfin j'entendais beaucoup le truc de la maladie, tu verras, tu vas perdre des gens et tout. Et moi je me disais un peu, j'ai quand même le même entourage depuis des années, je vois pas trop ce qui pourrait m'arriver. Et en fait, si, c'est vrai. Alors après, perdre, pas forcément, mais en tout cas, ça bouge. Ça, c'est certain. Oui. Et c'est un truc sur lequel j'ai encore vachement de mal à m'adapter, à accepter. Ça me fait encore vachement souffrir, ça me prend beaucoup la tête, j'y pense beaucoup. Je suis pas trop dans un truc de je m'en fous, qui même me suivent, quoi. Ce serait plus simple si j'étais dans cette optique-là, mais je suis tout le temps dans une constante ok, j'essaye de m'adapter, ok, peut-être que ça se trouve j'en parle trop, donc je vais essayer ça. Et parfois, il faut que je me recadre parce que je me dis un peu, ouais, ok, ralentis, il faut aussi que tu penses avant toi à toi. Et en fait, malgré tout, c'est quand même aux autres de s'adapter à toi, en fait. Et après, j'ai aussi eu des bonnes surprises dans mes relations où il y a des personnes avec qui j'étais pas très proche forcément avant la maladie, avec qui je m'entendais bien, mais pour X ou Y raison, on n'était pas très proches. Et en fait, quand je suis tombée malade, qui ont été d'un soutien incroyable. Je pense notamment à une copine, je fais un petit big up à Juliette. On t'embrasse. Qui l'écoutera, c'est sûr. Qui, pour le coup, a été, qui est d'une intelligence émotionnelle exceptionnelle. Et alors que pour le coup, je pense qu'elle n'a pas tant que ça été confrontée à la maladie dans sa vie.
dans son entourage et tout ça, et qui a vraiment fait, je sais pas, plein d'efforts pour essayer d'être là de plein de façons différentes et qui continue encore à s'adapter aujourd'hui. Et c'est exceptionnel d'avoir un soutien comme ça. Bah oui, c'est super précieux, Ouais. c'est génial. Donc, Ouais. tu as aussi des belles surprises. Oui, et bien sûr. Moi aussi, j'ai eu Et ouais. des gens comme ça quand même qui étaient effectivement très surprenants Mm. et techniques, comme tu Ouais. disais, qui sont renseignés. Ouais, exactement. Parfois même qui m'ont donné de l'info Mm. que moi je n'avais pas. Genre, j'ai vu qu'il y avait une étude sur ton traitement que tu prends. C'est bien ça ton traitement? Et tout. Oui, c'est ça. J'ai vu un reportage dessus. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Et les amis très proches, effectivement, il y a un distinguo à faire entre les amis et les potes. Ouais. Effectivement, ça n'a rien à voir. Moi, quand je disais tout à l'heure les trucs l'espèce de truc d'être un peu saoulé par ah bon, mais quoi, c'est encore et tout. Évidemment, c'est pas les amis proches Ouais. qui te disent des trucs pareils. Les amis proches, eux, ils sont là dans le temps, ils sont au courant, ils savent ce qui se passe, ils connaissent à peu près tout. Mais voilà, il y a vraiment une différence entre amis et potes. Les potes, c'est plus compliqué. Parce qu'ils ont pas... Enfin, sauf ceux qui deviennent tes amis. Comme, voilà, il peut y avoir des révélations, mais sinon, les potes... Oui, eux, Ils sont je là, sens ils que le gravitent sujet, et- bon voilà, on a fait, ça y est, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. Et en fait, de fait, la page, elle se tourne pas. En plus, moi, j'ai souvent aussi ce questionnement et toutes les personnes qui s'engagent, que ce soit même dans les DU, Passion Partenaire, etc., ou les assos, et les personnes qui sont malades chroniques, souvent, s'engagent. Et on leur dit, mais quoi? Mais tu vas en plus faire ça. Déjà, tu es malade depuis tant d'années. En plus, tu vas à l'hôpital toutes les 3 semaines. En plus, tu as des traitements à la maison. Et en plus, tu as cette vie associative où tu fais cette formation, Même dans la où tu as ce maladie, militantisme, tu vas cet continuer, engagement. Mais c'est trop, quoi. Il n'y a que le cancer dans ta vie, partout, tout le temps. Mais c'est trop. Et en fait, ils le disent en s'inquiétant pour toi. Mais quelque part aussi en deuxième lecture, enfin en sous-titre, moi j'entends, peut-être à tort, mais moi j'entends tu nous saoules avec ton cancer, quoi. Ouais, enfin pas avec ton cancer, avec le cancer. Ouais. C'est pas le mien spécifiquement le problème, c'est plutôt le sujet du cancer. Et donc tu disais que des fois t'as la tâton en disant est-ce que j'en parle trop, est-ce que pas assez, etc. Moi c'est un petit peu pareil aussi, mais plus sur le côté vie associative, c'est-à-dire que des fois je ne sais pas si je saoule les gens à force de beaucoup parler de ce sujet, mais parce que ça me passionne et parce que quoi qu'il en soit, c'est ma vie. C'est super compliqué et c'est vrai que aussi vous êtes confrontés à d'autres filles qui n'ont pas forcément de cancer métastatique et donc du coup vous entendez beaucoup parler de rémission et de personnes du coup qui finissent leur parcours de soins, ce qui est une très bonne chose évidemment, mais du coup vous, comment est-ce que vous vous sentez aussi par rapport à ça? Non, moi je ressens beaucoup de joie à chaque fois quand on annonce des rémissions, des guérisons, c'est toujours libérateur, au contraire c'est des bouffées d'air. Et par contre j'ai ressenti déjà la gêne, mais de l'autre côté. Pas de mon côté à moi, au contraire, ça me rendait plutôt joyeuse. Mais je voyais la personne qui me disait je suis en rémission, désolée, pas toi, un truc comme ça, alors que pas du tout. Il n'y a pas de lien. Comme moi, je peux ressentir, ou j'ai ressenti tout à l'heure, de la gêne ou ce sentiment je pense, d'imposture, ou de me dire, oui, mais enfin voilà, moi c'est facile pour moi, quoi, avec mes traitements qui fonctionnent, le même traitement depuis des années. Enfin voilà, c'est forcément la comparaison. Elle est jamais bonne, mais en tout cas, moi, je l'ai plus souvent vue me concernant dans l'autre sens. Voilà, dans le sens de se dire désolé pour toi, quoi. Oui, en fait, oui. en gros. Est-ce que vous avez aussi ressenti, par exemple, donc quand il y a des annonces de rémission ou pas forcément, ou quoi, ou juste quand vous parlez du coup à des personnes qui sont dans des phases de cancer plutôt localisées, entre guillemets, on va dire, est-ce que vous avez des fois des patientes ou des personnes, en tout cas, qui vous font ressentir qu'elles ont peur de la récidive métastatique? Enfin, je sais que dans mon cas, quand j'ai récidivé, je sais que ça a été beaucoup... j'ai été un peu plus vue comme le cas dans lequel je voudrais jamais être. Et du coup, est-ce que par moment vous avez un peu ce sentiment-là quand vous discutez avec d'autres personnes atteintes de cancer ou pas forcément? Oui, moi, mot pour mot, en fait, j'ai déjà eu des fois c'est sorti tout seul, en fait, parce que justement, on l'oublie
Parce que comme c'est toujours pareil, quoi. Comme c'est un truc un petit peu en fond, en trame de fond, qui est toujours là depuis tellement d'années, même avec d'autres patientes que je connais depuis très très longtemps, ça peut arriver des fois qu'on oublie et qu'on me dise ce que je veux surtout pas, tant que j'ai pas de métastase, tout va bien. Et après, elle me regarde. Non, mais t'inquiète pas, toi, ça va. Mais c'est absolument pas mal intentionné et même pas maladroit. C'est juste que en fait, on l'oublie du fait que j'ai quand même une pathologie qui est stabilisée. Donc ça, voilà, je pense que si j'avais plus d'actualité et tout, ça ne se serait pas produit parce que j'aurais probablement discuté. Je ne réponds plus à ce traitement-là. Cette situation n'aurait pas pu se produire, je pense, dans le cas où la maladie serait plus active. Après, pourtant, tu vois, moi, ça m'est arrivé. Alors ça t'arrive? Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Mais pour le coup, de la maladresse, où c'était... Mais pas une amie proche? Non. C'était plus dans le cadre de rencontres avec d'autres patientes. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé, comme je le disais tout à l'heure, de sentir un peu la peur dans les yeux de d'autres patientes, que je représente un peu leur pire cauchemar, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué, surtout que j'ai l'impression que dans la culture, que tu regardes des films ou quoi, souvent dans les films, quand il y a des malades, d'un coup, ils passent en stade de terminal et ils meurent, tu vois. Et il n'y a pas du tout de représentation de personnes qui vivent avec des maladies chroniques. D'autant plus, je pense, pour les patientes, on a tout ce truc-là dans la tête. Je pense à la base. Moi aussi, je l'avais avant de le vivre, je pense. Et du coup, forcément, ça effraie encore plus, quoi. Mais du coup, tous les moments difficiles, quels qu'ils soient, sur tous les sujets qu'on a abordés, même s'ils sont très très larges, qu'est-ce qui vous aide et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes des fois qui peuvent traverser ces moments par lesquels vous êtes passés? Moi, un conseil que je donnerais, c'est de ne pas, dans la mesure du possible, évidemment, quand on a la chance d'avoir un entourage qui demande, ne pas avoir peur de le solliciter et aussi de confier des missions parce que les gens sont heureux d'être utiles pour nous et d'avoir un rôle. En fait, si on le leur donne, mais il faut arriver à le définir. Et après, le rôle, il peut évoluer parce qu'ils peuvent avoir un rôle très présent à un moment du parcours. Après, ils ont peut-être plus la possibilité technique, matérielle en termes de temps, etc., d'être autant présents, mais du coup, ça va être d'une autre façon. Mais bon, voilà, en tout cas, s'entourer de ses proches. Si ses proches sont loin, etc., compter sur la solidarité aussi entre pairs, les assos et tout ça, je ne peux que encourager à ça, évidemment. Partout, il y a des assos, et là, je ne parle pas que pour la nôtre, quoi. Il y a des dizaines d'assos partout, qui sont des centaines même, qui peuvent être vraiment une force pour traverser tout ça. Donc moi, les conseils, c'est vraiment de se tourner vers les autres. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidée. Merci. Et toi, Diane, du coup? Arrêtez de se comparer. Parce que ça, t'es toujours perdant, en fait, quand t'es dans une situation à ce point bouleversante. Parce que les autres, ils continuent leur vie et toi, t'es complètement stoppé dans le temps. Donc ça, c'est un travail sur le long terme. Hein. C'est pas facile, mais je pense qu'il faut vraiment réussir à retirer l'image qu'ont les autres sur soi. C'est très compliqué. Moi, je sens que j'ai vachement progressé par rapport au début, mais je continue. Et par exemple, moi, je sais qu'avant, j'osais pas trop faire des trucs toute seule, soit parce que c'est pas forcément hyper bien vu, soit parce que j'en avais un peu peur, je pense. Et aujourd'hui, en fait, j'ai identifié que c'était un truc qui me faisait énormément de bien. On va penser à soi-même et essayer de trouver ce qui fait du bien. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Merci beaucoup les filles pour toutes ces confidences. On espère qu'elles vous seront utiles à vous qui écoutez. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième partie. On y parlera d'avenir, de projection, mais aussi de tout ce que vous souhaitez dire aux filles qui ont également eu un cancer métastatique. D'ici là, chouchoutez-vous bien.